Madam and Sir, good evening and welcome to this bilingual news edition of the 2nd of December 2019. For the title we have the loan of the African Development Bank in Nigeria. In Comore, the country launched for a new investment to stabilize the economy. Presidential election in Namibia, the results are known. Dear televiewers, once more good evening and thanks to listening to this bilingual news edition. We will start the first part with Laurel Chakonte. Laurel, good evening. Bonsoir Unique Accueil, bonsoir à vous et merci de nous regarder ce soir. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 210 millions de dollars pour aider le Nigeria à moderniser son réseau de transport et de distribution d'électricité en très mauvais état. Ce prêt à Transmission Company of Nigeria soutiendra la construction de lignes de transport de courant électrique à double circuit dans tout le pays. Reportage. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 210 millions de dollars pour aider le Nigeria à moderniser son réseau de transport et de distribution d'électricité en très mauvais état. Le prêt en faveur de la Transmission Company of Nigeria soutiendra la construction de lignes de transmission quad et de sous-stations à double circuit de 330 kW dans tout le pays, a annoncé la banque dans un communiqué vendredi. Le projet financé par la Banque africaine de développement s'étendra sur 7 États et améliorera la capacité du réseau électrique là où il est le plus contraint. Le Nigeria a privatisé la majeure partie de son secteur d'électricité en 2013, mais a conservé le contrôle de son réseau monopoliste exploité par TCN. La majeure partie de la production d'électricité du pays provient de centrales thermiques ou de gaz. Le réseau électrique en panne a souvent été accusé d'avoir entravé la croissance de la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest. Wale Shonibare, vice-président par intérim de Power Energy de la Banque africaine de développement, a déclaré que la mise en œuvre du projet augmenterait l'évacuation du sud vers le nord, où l'approvisionnement en électricité est limité. Le projet améliorera également les exportations d'énergie et l'intégration du système électrique régional dans le pôle énergétique d'Afrique de l'Ouest, en particulier grâce aux interconnexions du Niger et du Bénin, a-t-il déclaré. La puissance électrique du pays est d'environ 4000 MW, a déclaré le responsable du système électrique du Nigeria. La capacité totale de production d'électricité est d'environ 7000 MW. Mais le réseau de transport ne peut pas fonctionner si les centrales fonctionnent en plein régime. Le secteur d'électricité privatisé du Nigeria n'utilise généralement pas de compteur pour établir ses factures. Les encaissements de factures sont peu élevés et les tarifs de l'énergie sont restés fixes pendant 3 ans. Selon les experts du secteur, les entreprises de distribution d'électricité récupèrent si peu de recettes de leur clientèle qu'elles paient moins du tiers de ce qu'elles doivent à des producteurs, ce qui laisse le secteur endetté. Le président des Comores, Azali Assoumani, qui souhaite stabiliser la situation politique du pays et améliorer l'état de l'économie, a annoncé dimanche qu'il souhaitait lever 4,2 milliards d'euros d'investissement. Suivant ce reportage. Le président des Comores, Azali Assoumani, a déclaré qu'il souhaitait lever 4,2 milliards d'euros lors d'une conférence sur les investissements cette semaine dans le but de consolider la stabilité politique et d'améliorer l'économie en prévision des élections de l'année prochaine. L'archipel de l'océan Indien est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec une population de seulement 800 000 personnes qui dépendent de l'exportation d'ylang-ylang, ingrédients clés de parfum, de la vanille et du clou de girofle, qui sont tous sujets à des fluctuations de prix. Connu pour son histoire d'assassinat, d'invasion de mercenaires et d'une vingtaine de coups d'État ou de tentatives de rébellion depuis l'indépendance de la France en 1975, les Comores sont le plus réputés pour leur instabilité politique que le nombreux habitants reprochent à de nombreuses ingérences françaises. Situés entre le Mozambique et Madagascar, les Comores ont été plus stables ces dernières années, mais le président
Azali Assoumani a été réélu en masse en raison d'allégations et de fraude électorale suite à un référendum qui lui a permis de briguer un deuxième mandat. Ancien officier de l'armée dont le premier mandat au pouvoir a eu lieu après un coup d'État en 1999, le président Azali Assoumani s'est exprimé dans la perspective d'une conférence internationale organisée par la Banque mondiale et le gouvernement français à Paris cette semaine qui présentait un plan économique à l'horizon 2030. In politics, especially concerning presidential election in Namibia, Namibia held presidential elections since last week. The country introduces the election vote machine in the process. Hage Geingob of the Southwest African People Organization Party exceptionally performed and won the election. The report will tell us more about. Namibia, the first African country who introduces election vote machine during the general election in 2014, held presidential election on the 27th of November. In total, 11 candidates and 15 political parties held the presidency. We noticed that particularly Hage Geingob of the SWAPO party and Utala Pantuleni Namibians went to the polls to elect their president and legislator after years of economic hardship and recent corruption scandal that have stirred up resentment against the government. The Southwest African People Organization exceptionally performed with their candidate Hage Geingob and won the elections. They performed well as a governing party among the liberation of sub-Saharan Africa. The party has ruled Namibia for nearly 3 decades since they gained independence from South Africa. Hage Geingob pulled 56.3%, well ahead of his nearest rival Panduleni Utala with 29.4%. However, Mr. Geingob tally was well down from the 87% with which he won his first term in 2014. He went to social media and thanked Namibians, promising to bring tangible improvement to their lives. Moreover, in parliamentary election, the SWAPO party lost its 2/3 majority in the 96-member chamber, winning 63 seats of its previous 77. We are waiting for the realization of the promises of the SWAPO party and the president, Hage Geingob. Always in politics, presidential election held in Guinea-Bissau during last week came out with results. President Jose Mario Vaz, after claiming about some irregularities, finally accepted his defeat. The report. Presidential election held in Guinea-Bissau since the 24th of November in order to elect the president for another 5 years. More than 716,000 voters registered to take part in the poll. 6,500 defense and security forces were dispersed to ensure security during the process, and more than 100 police officers from Togo also arrived. No incidents were reported as more than 33,000 polling stations received ballots. No candidate among the three received a majority of the vote. They are Domingo Simonis Pereira, Umaru Sissoko, and the former president Jose Mario Vaz. 12 candidates contest presidential election, while many people hope that it will bring stability to the West African country after years of political turmoil. Since Thursday, the results are known. Guinea-Bissau and Cuban President Jose Mario Vaz admitted defeat. According to him, there were some irregularities in the process. Domingo Pereira, the sacked prime minister in 2015, garnered the most votes with 14%, and the Prime Minister Umaru Sissoko got 28%. The outgoing leader congratulated the other candidates and expressed his happiness to live with held high the power to his successor. The West African country is headed for a runoff on December 29, according to the preliminary results. Hage Geingob a été réélu par un second mandat de 5 ans avec 56,3% des voix, selon les résultats rendus publics ce samedi 30 novembre par la Commission électorale de Namibie. Pour plus d'éléments, suivant ce reportage.
En Namibie, le chef du parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1990, SWAPO, a été réélu samedi pour un second mandat. Même si les soupçons de corruption et de blanchiment d'argent dont son gouvernement est accusé ont entaché l'image du président Hage Geingob lors de ces élections législatives et présidentielles, n'en demeure pas moins que le Hage Geingob sort vainqueur de cette présidentielle, mais cependant avec un score fortement en baisse par rapport au précédent. En effet, le président a été réélu avec 56,3% des suffrages exprimés, un score nettement en baisse par rapport aux 86% obtenus en 2014. Une réélection dénoncée par ses challengers, notamment Panduloni Itula, candidat dissident de la SWAPO, qui arrive deuxième avec 30% des suffrages, et Marc-Henri Venaï, arrivé troisième avec 5,3% des suffrages selon les chiffres de la commission électorale publiés samedi soir. Les deux hommes ont dénoncé des fraudes électorales et de multiples irrégularités. La classe politique est divisée sur un éventuel déploiement des troupes tchadiennes dans le fuseau central du G5 Sahel. Les militaires ont été sollicités pour renforcer Barkhane et faire face aux attaques répétées des mouvements djihadistes au Sahel. Reportage. C'est dans la zone des trois frontières Burkina Faso, Mali et Niger que les troupes tchadiennes pourraient être déployées. Tel est le souhait de la majorité présidentielle. Ils estiment qu'il serait mieux de le faire dans les pays africains frères pour ne pas être étonnés qu'un jour qu'ils soient à leur tour attaqués. Bien que le régime soit favorable au déploiement des troupes au Sahel, une grande partie de l'opposition qui soutient aussi l'effort du pays dans la lutte contre le terrorisme veut a priori que la question soit examinée à l'Assemblée nationale. Ainsi, une fois l'envoi des troupes tchadiennes approuvé, les militaires seront dépêchés, ce qui viendrait à point nommé puisque lors de la récente visite à Djamna de la ministre des Armées Florence Pali, les deux parties avaient évoqué l'engagement du Tchad pour la sécurité au Sahel. Après l'opération Céval en 2013, les troupes françaises se sont engagées depuis 2014 dans la montée en puissance des armées du G5 Sahel qu'elles accompagnent dans la lutte contre la menace. Cependant, le Tchad est non seulement un partenaire historique de la France, mais également joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. About security in Chad, the political class is divided on a possible deployment of Chadian troops in the central zone of G5 Sahel. The military has been asked to strengthen Barkhane and face repeated attacks of jihadist movement in Sahel. Listen to this report. The political class is divided on a possible development of Chadian troops in the central zone of G5 Sahel. The military has been asked to strengthen Barkhane and face the repeated attack of jihadist movement in the Sahel. It is in the zone of the three borders, Burkina Faso, Mali and Niger, that the Chadian troops could be deployed. If no official announcement has yet been made, the presidential majority welcomed this eventually by saying that if they do not deploy their troops in border African countries, Chadians should not be surprised that one day their town will be attacked, said Jean-Bernard Padare, a member of the MPS Power. To secure the Chadians, it is better to go fight the jihadists where they are right now. For his part, a large part of the opposition also support the Chadian effort in the fight against terrorism. But she questions the human and financial cost of such a deployment and would like the National Assembly to be consulted before taking any decision. In sports, the International Federation of African Football announced that on Saturday an operation to build more stadiums in Africa. Their engagement is to build about one stadium in average per country. This is our report. FIFA wants to build stadium in Africa. The organization responsible for world football has announced its intention to raise $1 billion to build at least one stadium meeting FIFA standard in each of 54 African countries. Its president, Gianni Infantino, announced the decision of the occasion of TP Mazembe 18th anniversary festivity in Lumumbashi, DRC. To achieve this,
FIFA will work with the Confederation of African Football and other relevant parties to improve refereeing infrastructure and football competition in Africa. Gianni Infantino spoke about possibility of creating an African league reserved for the best club for the continent. He did not give detail or discuss what will differentiate future competition with the Champions League. He has been touring Africa for several days. For this visit, he is accompanied by FIFA General Delegate Fatma Samoura, who is also Secretary General of FIFA, and CAF President Ahmad. In Lumumbashi, Gianni Infantino took part in a festival match alongside Samuel Eto'o, former Zambian footballer Kalusha Bwala, and TP Mazembe, Ona Moïse Katumbi. Le Fonds monétaire international pose de nouvelles conditions au Kenya afin de lui octroyer un prêt de 1,5 million de dollars. Parmi ces conditions, la réforme des impôts et des dépenses, une décision qui intervient quelques jours après la visite d'une équipe du FMI au Kenya. Suivant ce reportage. Le Fonds monétaire international a mis en place un ensemble de nouvelles conditions permettant au Kenya d'accéder à son prêt de précaution de 1,5 milliard de dollars suspendu en septembre dernier. Quelques semaines à peine après la suppression du contrôle des taux d'intérêt par le pays, conformément aux exigences du prêt international. Une équipe du Fonds monétaire international qui s'est rendue à Nairobi du 18 au 22 novembre souhaite que le Trésor réduise le déficit budgétaire croissant qui représentait 7,7% du PIB pour l'exercice 2018-2019. Le fonds souhaite également que le gouvernement mette en œuvre des réformes des impôts et des dépenses qui ne nuisent pas aux investissements du secteur privé et ne freinent pas la croissance économique avant la reprise des négociations prévues pour le début de l'année prochaine. Les nouvelles conditions vont mettre en échec les plans du gouvernement visant à obtenir un financement du FMI, notamment le prêt de précaution essentiel destiné à protéger le shilling des chocs économiques externes. Des progrès dans cette direction, y compris la conception de réformes en matière de fiscalité et de dépenses favorisant un assainissement budgétaire propice à la croissance, serait important pour ancrer un nouveau programme appuyé par le fonds, a déclaré le FMI dans un communiqué, visite qui a été menée par Benoît Clément. Le FMI a déclaré s'être entretenu avec le secrétaire du cabinet du Trésor par intérim, Uku Yatani, le docteur Patrick Njoroge, gouverneur de la Banque centrale du Kenya, et le chef de la fonction publique, le docteur Joseph Kikwa, parmi d'autres hauts responsables du gouvernement. Jumia, le site du e-commerce en ligne le plus populaire du continent, quitte lentement certains de ses marchés africains. Le dernier pays où Jumia ne sera plus opérationnel est la Tanzanie. Pour plus d'éléments, suivant ce reportage. C'est un nouveau coup dur pour le ténor du e-commerce sur le continent africain Jumia. La compagnie a fermé ses portes en Tanzanie, estimant qu'elle devrait concentrer ses ressources sur ses autres marchés. Cette fermeture intervient moins de 2 semaines après la fermeture de Jumia au Cameroun. Alors, l'on peut se demander pourquoi Jumia quitte lentement certains de ses marchés africains. En août de cette année, Jumia a expliqué à quel point la société avait de graves problèmes lorsqu'elle a révélé des révélations choquantes selon lesquelles elles auraient suspendu des employés pour une fraude à la vente de 18 millions de dollars. Une autre raison serait la fragilité du marché du e-commerce en ligne en Afrique. Nous parlons notamment du taux de pénétration d'Internet en Afrique, les moyens de paiement dans le e-commerce. Les entreprises du secteur doivent malgré tout conjuguer avec le manque de confiance des populations qui craignent d'être dupées lors de leur achat en ligne. Et enfin, le problème d'adressage dans nos villes africaines, rendant ainsi difficile en frais et en temps les livraisons promises par les compagnies. Malheureusement, la fermeture de Jumia ne manquera pas d'avoir des conséquences. Au Cameroun, par exemple, avec cette cessation d'activité, ce sont environ 2000 personnes qui se retrouvent au chômage. La situation pourrait en outre impacter 2000 emplois de manière indirecte. Cependant, il faut savoir que Jumia ne ferme pas des boutiques. La filiale camerounaise du groupe va désormais se limiter à un modèle des annonces gratuites en ligne, à savoir Jumia Deal.
Let's talk about health. After the implementation of new strategy to fight against the HIV virus, the African Union launched call to most African states to pull efforts and eradicate the HIV virus. Statistics show that Africa is the most infected continent. This is our reports. African Union Commissioner President Moussa Faki Mahamat on Sunday calls for concerted effort to ease the burden of HIV/AIDS on Africa's most vulnerable people, mainly refugees, displaced people, while the continent worked World AIDS Day. Faki noted, however, that the African continent has made remarkable progress in the AIDS response since the Abuja Extraordinary Summit on HIV/AIDS, tuberculosis, and related infection diseases, in which African leaders have declared AIDS emergent on the continent. HIV/AIDS is a major public health concern and a cause of death in many parts of Africa. Sub-Saharan Africa alone accounted for about 69% of all people living with HIV and 17% of all AIDS deaths in 2011. Also on World AIDS Day, UNAIDS salute the achievement of activists and communities in the struggle against HIV. They remember and honor all those whom they have lost along the way. Activists challenge the silence and brought life-saving services to their community. But the countless contributions by women and many others can never replace the responsibility of government in the fight against AIDS, despite the fact that communities are the best ways to end AIDS. The African e-commerce group, leader in many countries, is in trouble. Jumia exits from Cameroon and Tanzania. Despite the situation of closing of doors, the company will still operate in 12 countries. Listen to this report. The world is becoming more and more digital, and since then, technology allows to develop e-services. The African e-commerce group, Jumia, has been through many difficulties in some countries. After Congo, Jumia closed its Tanzania business and also exit from Cameroon. The company claimed that it had no plans to pull out of more African markets. Their exit comes as it struggled with losses and falling stock price. The retailer remained in 12 countries. Jumia now operates in Nigeria, Egypt, Morocco, Kenya, Ivory Coast, South Africa, Tunisia, Algeria, Ghana, Senegal, Uganda, and Rwanda. If in Cameroon, their exit is understandable because the country is politically unstable and economically. 37.5% of the country live below the poverty line. 22% of the population has internet. In Tanzania, the story is different. 37.5% of the population use internet, and the country is relatively stable with the GDP growth record for over 4.5% annually. This situation, which led to losses of jobs, is the consequence of Jumia's decision to close down in Africa all unperforming market. Dear televiewers, we have come to the end of this bilingual news edition. We thank you and wish you a nice week on Africa TV. Merci de nous avoir suivis et bon début de semaine à tout le monde.